Euh, je commencerai par remercier Claude Moon et Michel Galli et tous les organisateurs de cette séance, de ces conversations, de m'avoir invité à participer donc ici à Saint-Girons. Claude Moon avait profité de ma présence au Mas d'Asile où je participe aux fouilles depuis maintenant un certain nombre d'années. Et il m'a dit, oh, de Mas d'Asile Saint-Girons, c'est pas loin. Sauf que cette année, il n'y a pas eu de fouilles pour des raisons diverses. Hein. On peut pas, enfin, je peux vous le dire, mais enfin, c'est tout à fait honorable. Enfin bon, des raisons administratives, il n'y a pas eu de fouilles au Mas d'Asile. Et donc, j'ai dû venir de beaucoup, beaucoup plus loin vers l'Est. Bon, mais enfin, c'est pas très grave. Et c'est bien sûr avec grand plaisir que j'interviens aujourd'hui. Vous avez rappelé que je travaillais essentiellement sur les Pyrénées, Bédéiac, hein, où nous nous sommes rencontrés, et également une grotte un gisement dans les Hautes-Pyrénées, le site de Troubat, où il y a une stratigraphie du Magdalénien moyen jusqu'au Sauveterrien moyen. Bien, et c'est, je dirais, par reconversion thématique que je me suis intéressé à la suite de Michel Laure-Blanchet à certains sites d'Afrique, d'abord d'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, vous l'avez souligné, et ensuite un peu en Algérie, depuis 2002, puis ensuite également au Maroc, où je reviens assez régulièrement. Bon, voilà. Dans ce cadre-là, Claude Moon m'a demandé un sujet, alors je lui en ai proposé plusieurs. Celui-ci, j'ai hésité, mais je vais vous dire dans un instant pourquoi. Tout est dans l'image, dans le fond. Rapports sociaux de sexe et de genre, hein, bon, nous y sommes. Je m'aperçois que c'est une version où j'avais un... Bon, peu importe. Au Sahara central, d'après la Rupestre, ce sont les sources. Et j'ai ajouté, mais là, ça n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, quand on change de version, mais ce n'est pas grave, hein, c'est un détail. Je vais ajouter oralement archéologie. C'est-à-dire que nous avons le sujet, le lieu, les sources et également les méthodes. Dans ces méthodes, j'aborderai successivement les contextes, parce que je pense que c'est un milieu assez particulier. Hein. Les contextes, nous avons vu précédemment à Saint-Lizier, Saint-Giron, etc. Bon, il faut les préciser et ils vous sont quand même familiers. Le Sahara est peut-être un peu plus lointain dans vos préoccupations et dans ce qui est tout à fait normal. Donc les contextes, les méthodes également, comment on peut extraire l'information. Je suis archéologue, hein, je l'ai bien souligné, c'est pas un archéologue que j'aborde ce sujet. Il faut extraire l'information de la paroi. Je suis archéologue et je le répète, mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, je ne suis encore moins sexologue, évidemment, et je m'autorise à parler de ça. Je parle essentiellement, et je parlerai presque exclusivement à partir de l'image, et je donne la place à l'image, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je ne vais pas développer exagérément cet aspect, mais je tiens à souligner la position d'une anthropologue célèbre récemment disparue. Je veux parler de Françoise Héritier, qui nous dit, alors je le lis, hein, il y aura peu de texte dans ma présentation, mais celle-là je la lis et j'y tiens, la construction de la différence homme-femme, hein, bien sûr, femme-homme si vous voulez. L'inégalité entre les sexes n'est inscrite ni dans l'évolution de la sexuation, ni dans nos gènes, ni dans le fonctionnement cérébral. Celle-ci est construite exclusivement dans le monde des idées, hein, c'est celui-là qui nous intéresse, ces structures mentales développées par nos ancêtres pour donner du sens aux faits bruts qu'ils observaient. Hein. Donc il renvoie cette construction très loin dans le temps, et même finalement depuis que l'homme existe, peut-être qui est cher également, pour d'autres raisons, à Jean-Louis Lequelec, ici présent, et qui connaît bien tous ces sujets, évidemment. Bon, voilà, donc j'ai mis une petite bibliographie, mais nous y reviendrons plus tard, s'il vous plaît. Voilà, donc les contextes, je passerai assez vite, hein, il suffit que vous reveniez à votre atlas favori. On situe le Sahara, on situe le Hogar qui est ici encadré. C'est vaste, c'est plus grand que la France, c'est l'Europe, c'est à l'échelle de l'Europe occidentale, s'il vous plaît. Avec deux régions importantes, oui, s'il vous plaît, pardon. Deux régions importantes dans ce massif de l'Aagas, le massif montagneux, on appelle parfois les massifs centraux sahariens, avec deux régions essentielles d'où j'extrairai mes références, les images, Tassili Nedjer au nord-est et la Tefedes, qui est une montagne ici, qui est assez peu connue, où on a peu travaillé, où j'ai eu le plaisir de travailler depuis une vingtaine d'années,
et qui nous a livré non pas 80 sites, hein, enfin peut-être j'ai donné cette information, c'est au moins 140 ou 150. Hein, c'est quand même beaucoup plus important que tout cela. Donc je le situe, c'est un véritable château d'eau. Alors j'ai mis un pointillé parce que ce sont des oueds qui sont très souvent à sec, pas toujours, mais assez souvent à sec, généralement à sec, qui nous montrent cette répartition des eaux qui font du Hogarth un véritable château d'eau, qui faisait du Hogarth un véritable château d'eau. S'il vous plaît. Suivante. Bon, les contextes environnementaux sont déterminés évidemment par les fluctuations climatiques. Vous avez en haut la situation au cours du dernier maximum glaciaire, entre guillemets, au cours de la période de sécheresse intense. Ailleurs, on parle de Big Dry, hein, pour les anglicistes, et j'ai mis en rouge les limites du désert actuel, ce qui veut dire que avant, disons, 12 000 avant notre ère, les limites du Sahara étaient beaucoup plus basses qu'actuellement, enfin plus vers le sud. Vers le nord, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trop bougé, parce qu'il y avait les montagnes, évidemment. Mais vers le sud, c'est à peu près 500 km. Hein. On a le l'ergue du Liptako, par exemple, qui est dans le nord du Burkina Faso, qui est à 500 km au sud des limites actuelles. Bon, ce sont des limites assez fluctuantes, évidemment, parce qu'il n'y a pas eu un moment où le désert finit et un moment où la steppe commence, etc. Ce sont des passages progressifs. Mais enfin, il y a de véritables dunes fossiles qui sont beaucoup plus au sud que celles que l'on trouve actuellement. Et en bas, vous avez au contraire la situation résumée, hein, que j'ai empruntée à des spécialistes, notamment Nicole Petimer, avec la répartition des grands lacs et des mares et des marigots qui sont bien connus dans cette région, qui sont bien connus actuellement au Sahel, mais qu'on ne voit plus actuellement, évidemment. Vous pouvez constater l'importance du lac Tchad, hein, par rapport à ce qu'il est actuellement. Il est en train de disparaître. Et là, c'était une véritable mer intérieure que nous avions, avec évidemment toute une myriade de petites unités d'étangs, de mares, etc., qui parsemaient tout cela. C'est-à-dire que nous avions davantage de végétation, même si l'image d'un Sahara vert, qui est parfois employée, que j'emploie également, l'image d'un Sahara vert est certainement abusive, mais bien sûr, les pluies étaient beaucoup plus abondantes, etc., pendant, disons, dans la période entre 10 000 et, grosso modo, nous allons revenir sur la chronologie. Bon, voilà, en gros, cette image-là, sur laquelle on pourrait rester longuement, je vais passer, n'ayez pas peur, mais qui résume la totalité des faits archéologiques et environnementaux au Sahara, avec, en haut ici, ce phénomène d'aridification avec la chute des précipitations, de la pluviosité, la chute également, enfin la montée, enfin l'accentuation plutôt de l'aridité avec ce phénomène d'aridification. Alors, nous sommes dans la période, vous voyez, 10 000 ici, 10 000 et l'actuel est ici. Avec des problèmes ici tout à fait, enfin des aspects tout à fait intéressants concernant la présence d'animaux, des animaux sauvages qui sont présents évidemment au fur et à mesure que la pluviosité permet de créer des zones en herbe, des pâturages abondants pour ces animaux sauvages, mais on s'aperçoit que cette faune dite éthiopienne parcourt la totalité de cette période jusqu'au début du phénomène d'aridification qui se situe aux environs de 2000 avant notre ère. Ce sont des dates. Donc, les animaux sauvages ne sont pas de bons marqueurs chronologiques. Par contre, les animaux domestiques le sont davantage, puisque pour l'essentiel, bon, il peut y avoir des discussions sur lesquelles je ne m'attarderai pas, pour l'essentiel, les animaux domestiques ont été introduits au Sahara. Avant, il n'y en a pas. Avant, mettons, 5000 avant le début de notre ère, il n'y a pas de bœufs. Il peut y avoir quelques ovins, quelques caprins également antérieurement qui sont signalés, mais progressivement, ils rentrent à partir du Proche-Orient et ils pénètrent dans le Sahara où ils constituent, pour nous, évidemment, pour les populations qui vivent là, une possibilité d'accroître leurs ressources alimentaires et qui constituent pour nous quelques références chronologiques importantes à partir du moment
où les bœufs, par exemple, apparaissent, on sait qu'on est, disons, grosso modo, après 5000 avant notre ère. Bon, j'ai placé ici un détail important ici, la céramique, qui est très précoce au Sahara, beaucoup plus précoce qu'en Europe occidentale, ce qui permet de dire qu'il y a sur toute la période là, moi personnellement, ce que j'appelle non pas une rupture nette, comme chez nous entre les populations, enfin encore que dans le détail, ce n'est pas le cas, mais enfin bon, c'est beaucoup plus resserré, entre les populations épipaléolithiques, mésolithiques, puis néolithiques, tandis que là, il y a un long processus de néolithisation. Et dans le fond, à bien y regarder, le vrai néolithique, c'est-à-dire des populations d'agriculteurs au Sahara, n'a jamais existé. C'est un néolithique pastoral, essentiellement. C'est cet aspect-là que je souhaite souligner, qui est vraiment très important. Bon, alors la montagne, parce que nous sommes partis des massifs centraux sahariens. Alors j'ai mis à gauche ici des vues actuelles, toutes des vues actuelles, pratiquement à quelques kilomètres de distance. Vous avez les hauts plateaux, les sommets qui dépassent 2300 mètres ici, les plateaux qui sont à 1800 mètres à peu près, avec de vastes espaces. Il faut à peu près, bon, disons, une bonne après-midi pour traverser tout ce plateau. Donc ce sont des espaces vastes et il y en a d'autres dans ces régions-là. Et nous avons au fond, enfin dans la vallée, recueillant les précipitations de la montagne, nous avons des cours d'eau actifs, pratiquement en permanence, cours d'eau actifs qui permettent des cultures, sans grands artifices, c'est-à-dire qu'ils creusent un peu parfois pendant des périodes trop longues d'aridité, ils peuvent creuser un peu pour aller chercher l'écoulement en sous-nappe, mais dans l'ensemble, l'écoulement est, disons, entre guillemets, quasi permanent. Alors on voit du blé dur, au cœur du Sahara, de la vigne, des figuiers, oui, pour l'essentiel. Bon, évidemment, il y a les palmiers dattiers, etc. Mais c'est vraiment impressionnant quand on arrive dans cette région de la Téfédès, au cœur de la Téfédès, qui est célèbre, entre autres, pour les plus âgés d'entre vous, ceux qui ont mon âge, se souviennent peut-être de la lecture de L'Appel du Hougar de Roger Frison-Roche, c'est là, c'est exactement là. C'est-à-dire, c'est un bassin versant qui est ouvert sur l'extérieur, bien sûr, mais en même temps qui a cultivé des traditions tout à fait originales jusqu'à aujourd'hui, sans évidemment être totalement isolé de l'extérieur. Bon, alors, en gros, pour se repérer, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce schéma que j'ai construit. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais vous dire pourquoi. Mais en gros, nous avons 7000 BP avant le présent. Nous avons la période dite des têtes rondes. Nous avons, après 4000 BP, c'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle la période du cabalin, c'est-à-dire que le cheval apparaît, les chevaux sont représentés, en voici un. L'atmosphère change, et entre les deux, la grande période, je suis inquiet quand même, parce que c'est pas la bonne version. On va s'en sortir, n'ayez pas peur. C'est pas la bonne, j'avais changé cette photo. Bon, peu importe, qui nous présente des grands troupeaux des grands troupeaux de bœufs, etc. Bon. Donc, bovidien. Alors, on peut discuter sur le terme bovidien. Chaque région a sa particularité, mais je pense que, comme on peut parler de Renaissance, par exemple, pour qualifier l'art de la peinture au XIVe, XVe siècle, Dürer n'est pas l'équivalent de Raphaël, mais n'empêche que tous les deux participent bien à la Renaissance. Bon, alors, par exemple, ici, ce vaste troupeau, c'est pas... Je suis désolé, la bonne version était sur mon ordinateur. Et bon, il n'y en a pas pu l'extraire. Voilà, bon, là, c'est faux, ça, c'est 514, là, le bon chiffre. Bon, ces histoires d'ordinateur, ça me met toujours en colère. Ça se passe bien, oui, d'accord. Non, mais pour moi, ça se passe mal. Pour moi, dans mon cerveau. Bon, on va continuer. Bon, un campement, on reviendra dans le détail. J'espère qu'il n'y aura pas... Continuez, s'il vous plaît. Bon, avec des ensembles tout à fait particuliers, avec une vision avec laquelle certains de mes collègues ne sont pas d'accord, ne participent pas tout cela. J'ai été violemment critiqué pour cette construction, notamment dite la construction des trois bergers, c'est-à-dire c'est un segment d'un grand ensemble qu'on peut qualifier de récit mythologique. Bon, j'en ai trouvé une vingtaine de plus ailleurs que là, mais on s'aperçoit qu'il y a cette présence systématique
qui constitue un élément, un moellon, un segment d'un ensemble, d'un récit mythologique qui ressurgit ici ou là. Alors, pendant un instant, mettons-nous à la place des spectateurs, pas des archéologues, mais des spectateurs de l'époque. Ils savaient très bien, en regardant un de ces segments, ils pouvaient avoir en tête la totalité du récit mythologique auquel ce segment se rapportait et que d'une certaine façon, symboliquement, il illustrait. Donc voilà à partir de quoi on peut travailler. Je vais pas m'étendre parce que c'est une question très importante, mais que j'ai développée ultérieurement, mais ce n'est pas directement en rapport avec notre sujet. La suite, s'il vous plaît. Bon, alors, donc, des récits mythologiques, des segments, des morceaux, ou alors des animaux isolés, comme par exemple cette magnifique girafe qui fait plusieurs mètres de long. En fait, il y en a 3, puisqu'il y en a une ici qui est partiellement ébauchée. Il y en a encore une autre ici qui n'est qu'à peine esquissée. Et on voit que cette grande girafe se superpose à d'autres éléments. Il y a une véritable stratigraphie. On en a parlé il y a quelques instants de ce problème de stratigraphie. Puis on retrouve les mêmes. L'archéologue se doit d'étudier cela. Bon, ça a été fait, mais c'est pas. Je ne vais pas m'y livrer. Simplement pour vous dire qu'il y a des objets comme ça, enfin des objets, des images de cette sorte, on ne sait pas ce que c'est. Pas plus qu'on ne sait, par exemple, à quoi correspond un bison ou un cheval dans les grottes de Nio ou que sais-je, ou ailleurs. On ne sait pas. On ne sait pas à quoi ça représente. Ça a une valeur symbolique, certainement. Elle est très belle. Ils ont mis du temps, parce que quand on regarde dans le détail, il y a beaucoup de travail pour la réaliser avec ces systèmes, les tâches ici qui sont réalisées au trait très fin, etc. Voilà. Donc, la valeur symbolique que j'ai écrite en dessous nous échappe. La suivante, s'il vous plaît. Bon, voilà. Alors, donc, définition. Les définitions, sexe, sexuation, genre, érotisme, pornographie. Je vais passer rapidement parce que ce n'est pas notre sujet. Cette question a été étudiée, notamment cette représentation ici, qui est suggestive à nos yeux, mais a été étudiée par une doctorante, une doctorante de Jean-Louis Le Québec, Amel Mostefai, qui a montré que dans le fond, en regardant de très près, elle sait ce qu'elle a fait, la sexualité exprimée est moins évidente qu'il n'y paraît, qu'elle n'apparaît dans nos têtes. Mais c'est là aussi en marge de notre sujet. Donc je vais vous demander de passer à la suivante. Bon, alors si ces questions vous intéressent, je vous renvoie au livre de Soleil à vous. Il est très abondant sur le sujet. Il est très complet. Des représentations où on perçoit des êtres. Ce qui est intéressant, évidemment, ce sont ces scènes d'accouplement, mais ce qui est intéressant également, c'est que ça nous montre des représentations qui sont anthropomorphes, mais qui ne sont pas des êtres humains. Donc ça place toutes ces représentations dans un contexte mythologique, de récits mythologiques, de légendes, de contes, que sais-je encore. Ça nous place dans ce registre et au point de vue de l'information, au point de vue de nos sources, pour étudier les rapports sociaux de genre, de sexe et de genre, ce qui nous éclaire sur, ou plutôt nous incite à beaucoup de prudence, parce que finalement, ce que nous voyons, ce sont des récits de contes et légendes, des récits qui peuvent être des récits fantastiques, qui n'ont peut-être rien à voir avec la réalité. Il faut toujours avoir ça en tête, c'est-à-dire être capable de faire la critique des sources, et ne pas trop se laisser emballer. La suivante, s'il vous plaît. Masculin, féminin. Ça me désoriente. Donc identifier masculin, féminin. Là, c'est assez facile. Nous sommes dans les têtes rondes. Féminin, avec les dessins superposés, avec ici le pénis qui est rejeté sur la hanche. Et nous retrouvons là, un principe qui est cher aux têtes rondes, c'est-à-dire cette horreur de la perspective. Ils aplatissent tout, placer le pénis sur la hanche du bonhomme et les seins superposés sur la poitrine de la femme est finalement un principe tout à fait auquel ne dérogent que très 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 rarement les gens des têtes rondes. Mais là aussi nous sommes en marge. Là c'est un couple sans problème, reconnu au sein de la femme, ici c'est pareil.
Donc c'est un élément assez déterminant. Dans d'autres cas, lorsqu'il n'y a pas d'éléments plus nets, c'est assez difficile. La suivante, c'est assez difficile de faire la différence. Bon, ben là, ouais, voilà, bon, nous nous retrouvons, c'est toujours cette tête ronde masculin-féminin. Le grand Dieu, certainement masculin, il fait 3 mètres, plus de 3 mètres de haut, hein, plus de 3 mètres de haut. Ici, il y a, on la voit mal parce qu'elle est masquée par une antilope qui a été superposée, mais c'est certainement une femme dont on voit le sexe, qui est parfaitement dessiné, mais on le voit assez mal. Elle est ici, hein, sur la photo. Là, nous retrouvons ces représentations tout à fait conventionnelles, mais tout à fait déterminantes pour la détermination du sexe, s'il vous plaît. Bon, là, des éléments aussi beaucoup plus tout à fait probants dans ce qu'on appelle les représentations féminines, dans ce cycle des têtes rondes, avec les seins chaque fois, menus, pointus, mais indéniables, par exemple ici. Et là, je vous demande de regarder malgré tout la silhouette, silhouette qui va nous servir ultérieurement. S'il vous plaît. Bon, voilà, bon, je passe. Là, passons, on peut sans fin... allez-y, oui. Bon, ben, c'est des exemples dans lesquels je ne souhaite pas rentrer, que j'avais enlevé dans la version définitive. Ici, sous forme monstrueuse, ce personnage qui a été photographié par mes collègues Van Albada, provenant du Messac, et baptisé Robusta. Robusta, c'est évidemment, regardez la tête. Vous voyez, là, nous avons affaire à ces êtres qui certainement peuplaient les récits mythologiques et que l'on ne sait plus à retranscrire par gravure sur la paroi. Bon, on ne voit pas toujours, j'ai fait un relevé. Oui. Bon, là c'est beaucoup plus... ce sont des scènes de la vie quotidienne, là aussi. L'identification féminin est tout à fait assurée sans aucun problème. Ce n'est pas toujours le cas. Féminin ici, des danseuses. Alors, je vais dire bien regarder. Et celle-ci, alors là, nous avons des personnages, celle-ci difficiles, mais avec une silhouette qui, d'emblée, appelle chez nous un diagnostic de féminité. Mais il faut se méfier. Celle-ci a des scènes. Donc, il n'y a guère de problème pour cela. Bon, là, masculin, féminin. Masculin certainement, féminin avec ce signe-là qui renvoie d'ailleurs à des représentations paléolithiques que vous connaissez bien dans nos régions. Bon, donc l'identification, je passe assez vite, hein, nous ne sommes pas encore dans le... Voilà, là ici, vous voyez, hop, celui-là, ce bonhomme ici, c'est un ensemble de la TFDS, masculin ou féminin? Bon, je le mets masculin, et vous verrez l'importance que ça peut avoir par la suite. Ici, c'est pareil. Féminin, oui, mais peu de choses l'attestent vraiment, si ce n'est peut-être l'élargissement des hanches, du bassin, hein, bon, avec les enfants, mais il faut se méfier, la présence d'enfants n'est pas toujours, loin de là au Sahara, liée à la féminité. Et vous pouvez avoir des hommes qui sont en présence d'enfants de manière tout à fait claire. Bon, là vous avez la photo, et là vous avez le relevé, hein, parce que c'est assez... Oui. Bon, voilà, par exemple, je vous demandais la silhouette. Là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors, on va venir aux méthodes d'extraction. Bon, ici, bon, c'était ma femme qui me servait d'assistante, et je monte la paroi, on ne voit rien du tout. Hein. On ne voit rien du tout, pratiquement rien du tout. Et on peut extraire, je vous montrerai dans un instant comment, on peut extraire de la paroi ces silhouettes-là, qui sont plus grandes que grandeur nature. Hein. Féminin? Oui, peut-être. Mais bon... difficile à dire, par la silhouette, par le ventre, peut-être. Et qui donne naissance à ce genre d'autres figurations beaucoup plus petites, dans laquelle j'ai tendance à voir une évolution. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans le croquis général montrant la chronologie, que je n'étais pas tout à fait d'accord avec la césure qu'il y avait entre tête ronde et bovidien. En effet, là, dans la TFDS, il semble qu'il y ait une continuité entre les deux. C'est une idée qui avait été développée par Gabriel Camps en son temps, idée qui est un peu, me semble-t-il, qui a été occultée par la monumentalité des œuvres du Tassili Nadjer. Vous avez vu, on a vu le Grand Dieu, mais enfin, il y a des œuvres qui sont beaucoup plus spectaculaires que partout ailleurs. Hein. Vraiment, le Tassili Nadjer, bon, on reste du Hogar.
présente des œuvres qui sont tout à fait ébouriffantes, tout à fait fantastiques, quoi. Et cette monumentalité des têtes rondes du Tassili, me semble-t-il, rejette un peu à part les créations bovidiennes. Et donc, il me semble qu'on a un peu exagéré cette césure ailleurs. Peut-être au Tassili, c'est vrai, je n'ai pas d'éléments forts pour le contester, mais c'est une idée que j'aimais. Mais ailleurs, peut-être y a-t-il une continuité entre tête ronde et bovidien, mais ça, ce n'est pas dans notre sujet. Bon, des différenciations difficiles, hein, avec ici certainement des danseuses, voilà comme on le voit, la photo, voilà l'image traitée, c'est ici, avec un cas de, d'iconoclaste, c'est-à-dire qu'on a caviardé la représentation qui a été bien prise pour représentation féminine avec de l'argile. C'est un cas de destruction volontaire. Bon, l'identification, là, elle est vraiment postérieure, mais enfin, je pense qu'elle était juste, s'il vous plaît. Bon, l'androgynie, l'hermaphrodisme, ça existe avec des personnages comme ça, sans tête. Bon, on parlait de créatures tout à fait fantastiques, je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister. Nous en avons ici un certain nombre. Bon, il suffit de les voir et de jeter sur elles le regard, en quelque sorte, inquisiteur pour déterminer, pour faire la sexuation, hein, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Bon, voilà, des cas d'androgynie que j'ai relevés ici ou là, avec ces représentations, on les voit mal, j'aurais dû faire un relevé de ces Mickey, entre guillemets, avec ces sont certainement des têtes rondes, là aussi, avec des oreilles comme Mickey, hein, tout à fait pareil, mais la sexuation est absolument impossible. Bon, on va avancer, n'ayez pas peur, on va avancer. Bon, ici, des cas tout à fait, c'est pareil, hein, on revient ici dans l'androgynie, mais un cas que j'ai étudié, enfin que j'ai pu considérer il n'y a pas longtemps, qui a été relevé par Jean-Louis Berneza dans la TFDS, et à partir de ce relevé, on perçoit ici un homme, sans problème, avec un arc, certainement, ici une femme sans problème non plus, avec des seins superposés selon, dans l'optique tête ronde, hein, tout à fait, on voit le schéma de construction. Ici, absolument sans aucun problème. Et ici, un personnage qu'il faut bien qualifier d'hermaphrodite, avec un sexe masculin et avec des seins féminins. Bon. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est un milieu étrange dans lequel nous pénétrons à peine. Disons que nous jetons un regard par un petit interstice et à partir de là, nous essayons d'en tirer certaines conclusions. Bon, mes observations seront fondées davantage sur des éléments concrets, comparant le Tassili d'un côté et la TFDS de l'autre, avec quelques exemples choisis, mais ces précautions sont absolument indispensables. Là, les suivantes, s'il vous plaît. Bon, masculin, féminin, là, ici, c'est facile. Ici, ça l'est moins. Ici, ça l'est moins, avec malgré tout des personnages ici, qui pour moi sont masculins, 1, 2, 3, et ici, 2 femmes avec ces robes ballons, ces jupes ballons ici, qui sont pour moi la marque de la féminité, avec un enfant ici. La suivante, s'il vous plaît. Bon, c'est tout à fait... Bon, passons. Bon, ce sont toujours pareils, mais ce n'est pas la bonne version. Alors, bon. Masculin, avec... on retrouve le thème des 3 bergers, ici, encore ici. Ils sont masculins, pourquoi ? Sans équivoque. Parce qu'ils ont la barbe, au moins les 3. Ici, les 3, mais certaines fois, il n'y en a que 2 qui ont la barbe. Le 3e est plus jeune, il est derrière, et n'a pas la barbe. Bon, ben là, la masculinité de ce personnage semble assez évidente, accompagné d'un enfant. Ici, pareil, masculinité assez évidente avec un enfant. Pourtant, la suivante. Oui, là, des barbes légères mais indéniables. Ici, le 3e également, 3 personnages dans des profondeurs de la TFDS. Ce personnage avec une grande barbe également, dont la masculinité est tout à fait indéniable. Allez-y. Voilà, là, c'est plus difficile. Longtemps considérés comme des danseuses, en réalité, actuellement, je ne sais pas, Jean-Louis, quel est ton avis sur le sujet, mais je pense qu'actuellement, ces personnages sont davantage interprétés
comme masculin. Allez-y, bon, voici d'autres du même tabac. Hein, du même tabac. Je pense que Amel Mostafa avait étudié cet ensemble de personnages d'Ozan et Haré et il les a considérés comme masculins. Bon, allons-y. Masculin, féminin, incertitude. Ça, c'est intéressant ici, parce que nous avons des personnages qui ne sont pas sexués, ici. Nous en avons d'autres ici. C'est des personnages que j'ai appelés des gesticulateurs, parce ça évoque un peu les danses en hip-hop. Je les dis féminins, par contraste, dans la même panneau de cette femme identifiée comme telle, notamment au chapeau qu'elle tient, parce qu'il y a d'autres scènes où on le trouve, accompagnée de 2 enfants. Et ces mêmes femmes, on les retrouve sur le panneau, hein, sur un autre panneau, ici, accompagnées d'un enfant, et ici, accompagnées d'un enfant. À l'écart de cet affrontement symbolique, certainement, enfin moi, c'est une des interprétations possibles, qui nous montre cet affrontement au cours du Bovidien, puisque ces personnages sont bien superposés. C'est un élément de datation. Alors, je n'ai pas pu résister, ça n'a rien à voir, hein, je n'ai pas pu résister à vous présenter cette représentation de la bataille. Ça se passe en Australie, hein, de Goulburn. La bataille a été datée 1842, hein, et ça a été représenté par Corinne de Le Souffle en 1895. Donc ce sont des choses récentes, mais on s'aperçoit qu'on a des bonhommes à peu près dans les mêmes conditions. Et en préparant ça, j'ai regardé d'un peu plus près, je me suis aperçu que là, vous ne le voyez pas parce que c'est un détail, mais dans le coin, on a exactement la même chose. Alors bon, je n'ai pas résisté au plaisir de vous le montrer, pour vous montrer cette dichotomie en quelque sorte, cette séparation, et il y en a une autre ici. Hein. Il y en a une autre ici, donc en marge de cet affrontement symbolique peut-être. Les petites gardiennes de bœufs, nous a dit Chasseloup-Lebas en 1938. Il a assimilé l'ensemble du panneau ici, qui est incomplet, hein, dans le relevé. Bon, il y a eu d'autres relevés, j'ai fait d'autres relevés depuis. Il a considéré les personnages ici comme des petites danseuses de bœufs, petites gardiennes de bœufs, pardon. Pas de danseuses, des gardiennes de bœufs. En réalité, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a du féminin ici, et tout le reste est masculin. Si on y applique les enseignements des images antérieures. Bon, là, nous sommes dans la masculinité la plus complète, surtout ici, avec ces personnages à barbe. Hein, c'est un petit abri qui est haut comme ça. Il faut se tenir à genoux pour le voir. Et on retrouve ce segment du récit mythologique des 3 bergers, ce qui existe également c'est un cône à l'intérieur. À gauche, nous avons ces 3 personnages, et à droite, nous avons ces 3 autres personnages, 1, 2, 3, qui n'ont rien de particulièrement masculin, mais qui certainement le sont. Puis on retrouve le thème, enfin, c'est l'argument que j'avance pour dire à mes collègues algériens, ils me disent « Ah, mais c'est des femmes. Regarde, elles ont des bijoux. Ah, c'est pas un bon critère. » Ce sont des adolescents, tout simplement, sans barbe. Et on retrouvera un peu, j'espère que ça y est, on retrouvera, j'espère, l'équivalent de cela, c'est-à-dire la présence d'adolescents, hein, qui sont, disons, entre deux états. 1, 2, 3. Le troisième est ici. Très bien. Bon. On peut continuer. Bon, là, masculin, je pense que c'est sans trop de difficultés, bien que rien ne l'atteste véritablement. Mais enfin, si, ce sont des chasseurs. C'est intéressant, ça. Si on peut revenir à la précédente. Regardez, hop, ils portent ce sorte de plumet ou de rameau, dans certains cas. La suivante, maintenant, on revient. Et on retrouve ce geste avec ce qui tient cet élément, ce plumet, je l'appelle comme ça, mais ça, dans d'autres cas, c'est un rameau végétal, tiennent à la main. Ce sont certainement des hommes, peut-être, ce sont des hommes. Allez, bon, je passe. Alors, je vous ai dit archéologie de la paroi ornée.
Et nous revenons sur les méthodes. Bon, ça, je l'avais mis normalement dans la version définitive, je l'avais mis en avant. Alors, donc, le site ici, les abris, on s'approche de la paroi, le collègue ici donne l'échelle, la suivante. On s'approche encore de la paroi, on ne voit pas grand-chose. On voit vaguement, parce que moi je le sais, on voit par ici, par là, quelques taches plus ou moins grisâtres, plus ou moins jaunâtres. Encore, continuons, avançons. Le détail vu près, hein, photographié avec un 20 mm à 40 cm. Hein, donc ça vous fait ça à peu près, vous voyez. Pas plus. Alors ça, évidemment, on peut le... Allez-y. On peut le traiter. Hein, il y a un logiciel qui est merveilleux, qui est employé, qui est dû à John Hartman, et c'est le logiciel dit Destresh, qui permet, par un certain traitement des contrastes, etc., on peut y arriver par d'autres principes également. Mais enfin, bon, celui-ci est pas mal, et on voit quand même beaucoup mieux ce qu'on ne voyait pas là. Ça remplace, au point de vue méthode, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, ça remplace l'éponge magique qui servait à saturer les couleurs sur la paroi. Mais en mouillant, on saturait les couleurs. Actuellement, il suffit de pousser les manettes pour arriver à cette saturation des couleurs qui est tout à fait particulière. Ça ne nous dit pas la paroi. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les personnages, parce que trop souvent dans les publications, on a ça. Bon, ben, d'accord, il y en a 2 personnages. Je vous ai dit tout à l'heure, on les a vus, un homme et une femme, ici. Hein, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la totalité. La totalité, vous allez la voir. Voilà, la totalité, c'est ça. C'est-à-dire que par mosaïque, en juxtaposant les éléments, on peut arriver à avoir une vision de la totalité. C'est une interprétation, c'est une proposition de restitution. Alors, on peut ne pas être d'accord, on peut me dire, là, tu t'es trompé. Moi, je dis, bon, d'accord, montre-moi ce que tu fais, et je te dirai, on verra, on discutera. Moi, c'est ma lecture de la paroi, qui nous montre des choses tout à fait intéressantes. Alors, je ne sais plus dans cette version s'il y a... Mais enfin, je vais la commenter ici. En haut, il y a les bœufs, ici, hein, une position transcendantale, si je puis dire. Il y a le registre médian où tout se passe avec, ici, 2 personnages, avec un enfant, ici, représenté comme un petit homme, et en bas, un ensemble de scènes, je dirais, anecdotiques, avec des gens peut-être qui font de la musique ici, avec un petit salon de coiffure, regardez comme c'est charmant, ici, ces 2 jeunes filles, là je sexualise également, mais enfin bon, bon, je ne peux pas résister, quoi, à voir 2 femmes en train de 2 jeunes femmes, en train et ici, des occupations que je ne saurais qualifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de choses, ce que vous avez choisi dans votre affiche d'ailleurs, voilà, c'est ça, voilà. Donc, la suivante, pour voir, je ne sais plus ce qu'il y a dans cette version. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Hein. Le montage de ça est tout à fait intéressant. Hein, et ça rappelle, la suivante, ça rappelle des choses beaucoup plus... Bon, voilà, qu'on peut déconstruire. Hein. On parlait de déconstruction tout à l'heure, des cathédrales. Moi, je déconstruis les images. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les rapports, c'est la construction et les rapports des figures entre elles. C'est de là que peut surgir, disons, que peut se profiler la recherche du sens et éventuellement, non seulement la recherche, mais la rencontre avec le sens. Bon, ben, c'est ce que je viens de vous dire, hein, on peut le regarder. Là, bon, cette image ici, je l'ai mise à plat et on a exactement ce que je viens de vous raconter avec ici, ce charmant tableau de jeunes femmes en train de se coiffer, bon, ben, qui intègre une partie de la composition. J'avais fait la comparaison, bon voilà. Oui, le rapprochement à distance, plus de 1000 km hein, entre ici la Tefedes et le Tassili, avec ces relevés qui sont dus aux époux alliés, qui nous montrent sous un style différent, un style graphique qui n'est pas opposé, mais qui est certainement dû à une période plus récente que l'autre. L'autre, c'est certainement plus tardif. Je vous parlais de moments de transition entre tête ronde et bovidien, mais là, nous devons être dans un bovidien plutôt ancien. Bon, mais ça, je discute ailleurs. Et ici, nous avons des traits qui sont certainement dus à un bovidien assez évolué. Il y a peut-être 1000 km, peut-être 1000 ans de décalage. Enfin, c'est ce que je peux proposer, ça peut se discuter.
Et nous avons exactement la même chose, sauf que là, les bœufs, au lieu d'être en position transcendantale, les bœufs sont en position enveloppante. Nous avons des hommes et des femmes avec un enfant, ici, l'agrandissement est ici, c'est tout à fait net, avec ce caprin ici, que l'on retrouve d'ailleurs ici également, il n'y a pas de problème. Il y a une similitude frappante entre les deux ensembles, à 1000 km de distance, ce qui nous renseigne également sur le fond, le substrat idéologique en quelque sorte de tout cela, c'est-à-dire ce sont des récits véritablement qui passent certainement de campement en campement et que chaque artiste traduit à sa façon, y compris stylistiquement. Ce qui est quand même intéressant, parce que parfois quand on date les choses d'après le style, et là c'est pas d'après le style, c'est d'après l'iconographie et à mon avis d'après également l'iconologie, c'est-à-dire une iconographie, on dessine les œuvres et l'iconologie, on les étudie, on essaie de comprendre ce qui se passe. Bon, ben là, c'est la réception d'un enfant, bon, etc. Bon. Vous voyez, comme quoi c'est finalement un ensemble très particulier. Bon, à partir de là, on peut arriver, mais je vais passer vite parce que là, nous sommes carrément hors sujet, à partir de l'observation des diverses figures, là ça a été fait pour la TFDS, dans les méthodes, j'ai isolé comme ça, au pif en quelque sorte, pour parler un peu de manière triviale, j'ai isolé des grands ensembles ici, et qui vont me servir, les grands ensembles, avec des caractérisations évidemment sous-jacentes. Bon, voilà, ça c'est les autres, hein, le cabalin, etc., les divers. Bon, alors, à partir de là, j'ai essayé de faire une typologie un peu dans le sens de ce que... comment ça se cherche son prénom, pardon, Duquesnoy a fait à propos de l'imidir, c'est-à-dire un élément de typologie, de définition typologique, qui est adapté à la zone elle-même, à l'imidir elle-même, mais qui a pour vocation par ajout, par correction et par étude statistique, qui a prétention à englober la totalité des... Je ne dis pas moi, hein, je dis les collègues, à englober la totalité des représentations du Sahara, au moins du Sahara central. Alors je me suis servi pour déterminer ces éléments d'une représentation, d'une description qui est célèbre, c'est celle de Vitruve, qui date du 1er siècle avant notre ère, qui a été reproduite, qui a été mis en image par Léonard de Vinci avec son célèbre Homme de Vitruve, mais il y en a d'autres qui ont fait ce même transfert de la littérature à l'image, notamment Francesco, je crois qu'il s'appelle Di Giorgio di Martini, et qui nous a donné ce personnage qui est beaucoup plus neutre que celui de Léonard de Vinci, qui, à partir des déterminations de l'homme de Vitruve, dans le texte par Vitruve, on peut découper le corps humain en plusieurs éléments. Moi, ensuite, à partir de là, je les ai découpés pour aller vite, pour ne pas avoir à effectuer des mesures, ce qu'on ne peut pas faire sur le terrain lui-même, parce que souvent, vous l'avez vu tout à l'heure, on ne voit pas les images, tout simplement, mais là, une fois qu'on a photographié, on peut le faire. Je l'ai subdivisé en 2, en 4, et ensuite en subdivision, chaque quart est divisé en 10. C'est 1/40e, je cherche la fraction, il est pourtant simple. 1/40e, ce qui permet d'aller vite, et à partir d'une règle on peut arriver à avoir des rapports entre les diverses... allez, je vais reprendre. On peut ainsi avoir des rapports entre les diverses parties du corps. Alors, pour illustrer ça, j'ai cherché dans les images un certain nombre de différences pour se persuader que c'est différent. Je ne dis pas que c'est... J'ai cherché, en quelque sorte, une pierre de touche. À quoi comparer? Bon, j'ai pris l'homme de la Renaissance. Je ne dis pas que c'est forcément la référence, hein, que c'est bien ou c'est mal. Disons que c'est le style qui est le plus proche de la nature, pour discuter. Enfin, c'est le style le plus proche de la nature. Et à côté de ça, vous avez des styles... Bon, vous allez me dire, ça existe, d'accord, mais enfin, bon, vous allez me dire, là, c'est Akhenaton et Nefertiti, ça c'est Raphaël, bon, enfin, etc. On s'aperçoit que si on mesurait, si on appliquait ça, pour peu qu'on ait des références statistiquement recevables, on aurait des choses bien différentes, bien évidemment, dans l'étude des rapports, ainsi que j'y ai procédé. La suivante. Bon, voilà, alors on arrive à un tableau 256 objets, là c'est le cas.
qui ont été distribués en attributs. Alors, c'est là où c'est intéressant. Je passerai vite, mais c'est quand même intéressant. Je passe vite parce que c'est un peu hors sujet. Tout simplement, la détermination homme-femme faite au pif, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, entre en ligne de compte. Je pense que c'est là, c'est ça. Hein. Nous avons la détermination, et nous avons en quelque sorte un raisonnement circulaire. Je l'introduis, puis après je le retrouve. Mais il n'y a pas que le seul critère, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Bon, alors donc on fait ça. Les attributs, c'est le rapport tête-corps, hauteur des épaules, corps, enfin, etc. Hauteur, largeur, je m'en souviens, il y a un moment que je l'ai fait, je ne m'en souviens plus. Le pied, la coiffure, l'habit, des éléments le genre, voilà, nous y sommes, c'est ce que je cherchais, le genre qui est entre l'âge, c'est des vieux ou des jeunes, les armes, s'ils en ont ou pas, l'allure, on marche assis, couché, debout, accroupi, le style également, entre en ligne de compte. La suivante, qui nous donne ce genre de choses, ce genre de construction, en faisant bouger les diverses colonnes d'attributs, on s'aperçoit qu'il y en a qui ne sont pas intéressants, on les écarte, la statistique les écarte, et on peut regrouper des éléments, ici, faire des groupes qui nous montrent plutôt des hommes, plutôt des femmes, et plutôt des femmes. Bon, c'est la typologie qui, finalement, vient nourrir notre débat, même si c'est là, au point de vue méthode un peu à marge de notre préoccupation actuelle. Là, j'ai mis plus bas dans le tableau, parce que là, c'est qu'une partie du tableau, hein, parce que le tableau occupe plusieurs pages de Excel. Suivante. Bon, alors, on revient à l'archéologie, avec cet ensemble qui nous rapproche de notre sujet. Hein. Nous avons des palimpsestes, comme il y en a beaucoup, hélas, au Sahara, et notamment au Sahara central. C'est un rocher assez gros, avec une conque à la base, et dans cette conque, ici, il y a ça. Où on reconnaît des personnages, on reconnaît ici un bœuf tardif qui se superpose ici une silhouette en blanc de notre bœuf, etc. La suivante. Bon voilà, le relevé, c'est difficile d'arriver là, parce que relever, quand on ne sait pas quoi, c'est quand même assez difficile. Hein. On détermine des tâches, mais c'est important de faire ça pour ensuite arriver à décomposer. La suivante. Bon, là, c'est le niveau 1. Hein, c'est le relevé du niveau 1, le niveau de base, avec ces trois personnages. Je vous demande de vous souvenir de cette silhouette ici, avec une sorte de robe, de chasuble, ou je ne sais pas quoi, avec des raies. La suivante. Là, nous avons enlevé le niveau 1, enfin j'ai enlevé le niveau 1, hein, par le jeu des calques dans Photoshop, c'est un jeu d'enfant, et nous avons ces personnages, oui. Voilà, alors là je me suis permis, certaines n'aiment pas, vous avez le droit, moi je n'aime pas trop, mais enfin ça permet de rendre visibles les choses. J'ai restauré les couleurs en attribuant aux hommes ce que j'ai vu tout à l'heure dans un des sites précédents, les hommes une sorte de tunique bleue et aux femmes une jupe jaunâtre, ce qui est tout à fait vraisemblable. Oui. Alors maintenant, on peut se livrer au petit jeu de la décomposition. Nous avons des personnages assis. L'ambiguïté est pour celle-ci. Je pense qu'elle n'est pas assise, je pense qu'elle amorce un mouvement. Ils sont assis, et là, on est au cœur du sujet. Vous remarquez que les hommes, ici, sont assis, et que les femmes sont debout, derrière. Il peut y avoir des enfants. Ici, nous avons la suivante. Voilà, nous avons des personnages et des bœufs en marche. C'est-à-dire que ces personnages-là assistent au départ de ce qui constitue un des thèmes fondamentaux de cet art rupestre bovidien, à savoir la marche des bœufs. Ce n'est pas nouveau, hein, ça a été vu et dit X fois avant, mais bon, moi ce qui m'intéressait, c'était le statut de chacun. Les hommes, les hommes sont toujours là, et les femmes suivent, accompagnent. Là, il n'y a pas dans la marche, dans celui-là au moins, il n'y a pas de rapport social de sexe. Oui. Bon, là, déjà un peu plus. Nous avons toujours le même thème, avec un homme certainement avec des flèches ici, avec une femme qui marche en avant. Alors, bon, vous allez me dire, le rapport entre les deux n'est pas évident. L'homme est un peu plus grand, la femme est un peu plus petite. C'est peut-être le dimorphisme sexuel qui joue. Donc, il n'y a rien d'artificiel, tout est naturel. On ne peut pas dire autre chose. La suivante, qui nous montre là des choses un peu plus intéressantes avec l'homme et la femme. On pourrait
presque faire des enchaînements. L'homme et la femme ici qui arrivent, et le troupeau dans lequel chaque bœuf, et j'y reviendrai, est bien clairement identifié. Le troupeau ici est reçu par ce personnage qui tient un arc, qui est un homme certainement, qui tient un arc et qui touche le front de ce grand bœuf ici, bien marqué, bien identifié. J'insiste sur cet aspect, il faut que j'avance, sur cet aspect parce que c'est déterminant, hein, c'est déterminant pour la compréhension, me semble-t-il, de l'ensemble de l'art, mais bon, c'est un autre sujet. Bon, d'autres éléments de rapport entre les hommes et les femmes, ici les femmes portent sur leur dos une sorte de charge allongée, je pense que il peut s'agir des peaux ou des nattes qui constituent la hutte. Là, nous avons un homme et une femme. Là, nous avons une femme à l'intérieur d'un personnage masculin. La suivante. J'avance. Alors là, nous sommes au cœur des rapports sociaux. Alors, j'ai mis ici une représentation que j'ai empruntée à Malika Hachid, la fabrication le montage d'une tente ou d'une hutte avec ses perches et cette image que l'on retrouve dans les dessins du Beauvidien, certainement. La femme est en train de monter ici sa perche, pendant que l'homme est en train de picoler. Image fréquente. Là, on a vraiment des rapports sociaux, image que l'on retrouve ici, d'ailleurs. Ici, 2 hommes avec un enfant, quand même. La suivante. Bon, voilà. Alors là, un ensemble que j'ai décortiqué. J'aurais peut-être dû mettre ceci, cela. J'aurais pu l'inverser, mais enfin, bon, peu importe. Il faudrait le discuter. Ici, c'est cette zone-là qui m'intéresse, c'est-à-dire cette zone-là, où je vois, là aussi, alors je reviens là, les hommes assis en train de boire, directement avec un chalumeau dans une céramique, et les femmes qui sont en train de monter ici. Voilà, pardon, j'ai cherché ici et ici, sont en train de monter la tente presque au-dessus de leur tête. Bon, là, les rapports sociaux, nous sommes en TFEDES. Hein. N'ayez pas peur, après ça va changer. La suivante, s'il vous plaît. Bon, là, des rapports sociaux qui sont intéressants. La même chose ici. Hein. Bon, le bonhomme assis, avec une jarre devant lui, très bien, la femme en train de regarder, c'est très net. Ça, c'est la photographie, un peu accentuée. Hein. Et voilà le relevé. Ici, c'est cette partie-là. La scène se passe, si c'est une scène, la scène se passe sous le regard de ce personnage ici affublé d'une haute coiffure et d'un ample vêtement. Et on a l'impression qu'il y a un rapport, c'est mon impression, un rapport entre ce personnage et celui-ci, notamment au travers des bœufs. Et on a en tête le rôle que jouent les troupeaux de bœufs, les bœufs notamment, dans des populations pures de pasteurs. Je vous renvoie à l'ouvrage fantastique d'un Anglais qui s'appelle... bon, voilà, les noms propres, c'est terrible, vous savez, quand ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir. Enfin, le titre du bouquin, c'est Les Nuaires. Bon, enfin... Pritchard, voilà, merci. Evans Pritchard, qui analyse ces comportements. Le bœuf, c'est l'élément qui assure la fluidité des relations au sein des groupes, fluidité des relations pour des mariages, c'est-à-dire que quelqu'un qui a, mettons, 100 bœufs, va doter sa fille ou son fils, ou enfin, peu importe, il va leur donner 10, à peu près, une dizaine de bœufs, en même temps ça accroît sa possibilité d'extension, de référence, de dépendance vis-à-vis d'un groupe. Et je pense que c'est ce que nous avons ici. Regardez là, c'est pareil, hein, nous avons un couple apparemment très lié, avec au milieu d'un troupeau de bœufs. Hein, nous avons des scènes qui sont récurrentes, et c'est ces récurrences en quelque sorte qui sont, à mon avis, significatives. Oui. Bon, voilà, donc là aussi, homme, femme. Bon, c'est un détail. Hein. L'homme est devant, la femme est derrière, systématiquement. Nous l'avons vu en train de construire. La suivante. Voilà la même chose ici, avec d'ailleurs, ça c'est ce que vous avez vu en photo tout à l'heure, les 3 bergers, mais bon, on les met de côté, mais je les aime bien quand même. Ici, nous avons à nouveau cette occurrence des 3 bergers, mais là, ce qui est important, c'est ce que j'ai cerclé avec un homme, il y a la barbe, sans problème, et une femme, qui est derrière. Vous voyez donc, dans cette montagne à Tefetes, je vous l'ai située à l'ouest du Hogar, nous avons une dépendance très nette de la femme par rapport à l'homme. Oui.
Bon, là, c'est aussi des scènes tout à fait intéressantes. Celle-ci, hein. Bon, ça se répète, mais celle-ci, c'est la plus claire. Nous avons un homme assis et une femme, sans problème, elle a des seins, hein, qui est en train d'emmener un taurillon, très certainement, un taurillon à ce personnage. Il y a un échange qui se fait, un échange qui est inscrit, enregistré sur la paroi. Et c'est en ce sens que j'ai appelé, dans un ouvrage qui doit sortir bientôt, ces artistes-là, les gens qui ont peint, hommes ou femmes, les artistes de la mémoire, parce que l'échange, la transaction est ainsi enregistrée. Mais c'est une interprétation qui m'est personnelle. Bon, alors je parlais tout à l'heure d'adolescents. Ben voilà, là il y a un rapport de dépendance, ce sont aucune barbe, rien. Est-ce qu'ils avaient les moyens de se raser? Je sais pas, il n'y a pas de silex, il y a du quartz. Est-ce qu'on peut se raser? Enfin, je sais pas. Ou alors ce sont des adolescents, ou alors ce sont des personnages mythologiques. Hein. Alors bon, nous sommes loin des rapports de sexe, mais enfin bon, ce sont des rapports quand même entre individus tout à fait étonnants. Bon, ici c'est plus clair, hein, on a l'impression que ce personnage avec une barbichette, avec une férule, avec un bâton sur l'épaule, est en train d'enseigner à cet ensemble, à ce groupe de personnages dont là, chronologiquement, ils sont bien situés. Il y a des équivalents en Libye, dans le sud de la Libye, aussi, sur le site de Ouanamil, par exemple, etc. La suivante. Bon, nous changeons, hein, nous allons au Tassili, et je vais aller assez vite, le Tassili, allez-y, avec cet ensemble que nous avons vu tout à l'heure, allez-y, de 414 unités, bon, que j'ai décomposé ici en couleur, mais on le voit mal, on va passer assez vite. Bon, voilà, alors, donc, les femmes qui arrivent ici, hein, alors, je les cerclé ici, une photo qui a été prise au Niger, quand on pouvait y aller. Ici, ces femmes qui arrivent lancées, hein, elles sont ici, pratiquement tout converge vers ce secteur. Allez-y. Voilà, là, on retrouve quand même la tente, comme quoi c'est une occupation importante, et nous verrons, je ne sais pas si je l'aborde plus loin, mais nous verrons que la tente est le bien propre de la femme. La tente est héritée de la mère, la femme hérite de la tente par sa mère, tante Hutte, je vais dire, de sa mère, et la transmet à sa fille. Tandis que l'homme est accueilli par la femme, est accueilli dans la hutte par sa femme. Si jamais il se sépare, s'il divorce, etc., l'homme s'en va et revient chez sa mère. C'est-à-dire que, bon, on voit très bien. Alors donc, c'est important. C'est pas forcément un symbole négatif. C'est certainement un symbole de la division du travail, mais on peut voir que par derrière, il y a autre chose qu'une servitude, en quelque sorte, d'usage. Bon, là, c'est un point important qui est archi connu, mais qu'il faut regarder de très près. Nous avons les femmes qui sont couchées devant leur hutte ici, hein, il y en a plusieurs, ici, et vous avez des hommes avec des barbichettes, des jeunes hommes, mais bon, accompagnés de leurs troupeaux, et qui sont en train de faire leur salam alek, de présenter leurs hommages aux femmes qui sont ici devant leur tente. Vous voyez que les rapports sociaux entre la Téphédès d'une part, nous avons vu cette dépendance, et ce que nous voyons, ce que nous percevons dans la zone de Tassili, Nadjer, nous avons des choses bien différentes, bien différentes. On va continuer avec un autre site, le site de Tikadiwin, qui a été étudié plusieurs fois, mais c'est un site abominable avec des parois tout à fait heurtées, tout à fait cassées, tout à fait anguleuses, etc. Il faut beaucoup de patience, je vous le dis, pour relever cette paroi ici. La composition s'étend sur 4 mètres environ. Alors bon, là en couleur accentuée, mais avec les conditions d'éclairage, on ne voit pas trop les détails. Il faut faire des relevés, c'est tout. Voilà le relevé. Là vous avez tout. Tout à l'heure vous voyez ceci. Là. Voilà le relevé tel que on peut d'ensemble. Enfin, ce n'est qu'une partie. Hein, c'est ce que j'ai ici mis. Et il y en a d'autres, mais enfin bon, c'est vraiment ce qui nous intéresse au plus haut chef. On va étudier successivement ceci. Bon voilà, oui, c'est bon, laissez, regardez, et ceci ici. Bon, on voit ici donc le détail avec un homme avec une barbichette, tout à fait, qui brandit une sorte de couteau composite, bon, on pourrait parler longuement, et qui est devant une femme en majesté. Regardez, elle a une sorte de tiare, un chapeau volumineux, une cape faite en peau de guépard.
Il y a des guépards au Sahara, et devant elle, il y a des éléments qui sont certainement des présents, des dons, etc. On peut l'assimiler comme ça, mais en aucune façon, s'il y a un rapport de dépendance, il est dans ce sens. Alors je compare les deux. Alors, le Tassili est beaucoup plus féministe que la Téphédès. Maintenant, Claude Lévi-Strauss nous dit qu'il faut se méfier des récits mythologiques parce que parfois ils nous disent le contraire de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent dire pour justement mettre les choses en évidence. Bon, je ne pense pas, honnêtement, je ne suis pas convaincu que ça aille jusque-là. La suivante, on approche de la fin. Alors avec une autre scène exactement, ici, regardez, la femme, à peu près la même disposition, avec les 3 bergers ici en train de leur faire leur révérence, leur courbette. Alors malheureusement ici il y a un éclat qui a sauté, je ne vois pas très bien de ce dont il s'agit. Mais enfin bon, là c'est pas ambigu. C'est pas ambigu, au passage on le voit mal, mais cette femme ici a fait l'objet, on l'a effacée. Ça a été effacé à un moment donné, je ne sais pas à quel moment, ça a été contesté en quelque sorte. La suivante, encore une autre ici, avec cette femme qui est derrière mais qui est dominatrice, alors qu'elle est en train de se dérouler une opération de découpage d'un bestiau. Enfin, dedans, il y a certainement des antilopes, mais il y a également des autruches. Et c'est ce qu'on peut appeler un sacrifice. Un sacrifice. Quand on tue un animal, c'est pour le manger accessoirement, mais c'est surtout pour le sacrifier. Et autour du sacrifice, là, il y a une littérature très abondante à laquelle je vous renvoie, notamment de Françoise Héritier, qui montre qu'on sacrifie, c'est un peu en quelque sorte la messe des chrétiens, où il y a l'hostie, l'hostie c'est l'ennemi qu'on sacrifie. C'est le même mot en latin. Le sacrifice, le saint sacrifice, c'est ce qui rassemble la communauté. Et bien là, ça existe, mais on sacrifie un animal. Ça existe encore de par le monde, bien évidemment. Mais la femme, là, vous voyez, toujours avec cette cape en guépard, etc. Bon, encore, la dernière, concernant ça, voilà, ici, là nous sommes au cœur. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez le vêtement de ce personnage, et regardez celui-ci. Là, il faut aller le chercher, je vous garantis, il faut y laisser les yeux, la peau des yeux pour aller le voir. Ça a été relevé plusieurs fois, mais bon, enfin, je le défends. On peut aller sur place si vous voulez, c'est au pied c'est pas très loin de... Allons, comment ça s'appelle? Enfin, bon, peu importe, c'est au pied du Tassili, et on peut voir ça, mais il faut vraiment le voir. Alors, il y a là aussi un point de comparaison, qui est, là on peut me dire, mais pourquoi vous dites que c'est une femme? Bon, ben, j'en sais rien. Mais enfin, on a exactement la même scène ici à Tisukai, toujours par une photographie des époux alliés, où nous montre indubitablement une femme et indubitablement un homme. Alors, nous avons quoi? Nous avons en tout, au total, un rassemblement, un campement en cours de formation où les bœufs arrivent. Je suis passé rapidement. Nous avons les femmes qui reçoivent les nouveaux arrivants, où il y a un sacrifice qui se développe. Et pourquoi? Tout simplement pour célébrer une cérémonie nuptiale. Nous avons un ensemble cohérent. Alors, ce n'est pas une bande dessinée. Des fois, on me dit que c'est une bande dessinée. Non. Si, il y en a une qui est due au dessin d'un dénommé Sacco, et qui représente la bataille de la Somme. Alors, vous pouvez l'acheter, c'est une vidéo. Enfin, bon, je ne sais pas si ça existe encore. Enfin, ça date de quelques années. Il y a un dépliant comme ça où il y a tout. C'est-à-dire que sur une même représentation, c'est le cas là, vous avez tous les événements qui sont cumulés. C'est tout à fait intéressant. Bon, allez, on avance, on est près de la fin. Voilà, bon, vous voyez, quand je vous disais les bœufs qui arrivent, ici, les hommages qui sont en train de se dérouler, le sacrifice ici, et là, disons, la réunion des 2 époux, enfin, qui donne le sens à cet ensemble. Bon, voilà, c'est ce que je viens de décrire, et nous avons exactement la même chose avec le campement, avec les bœufs qui arrivent, etc., etc. S'il vous plaît. Bon, Cabalin, on est proche de la fin. Les temps changent. Déjà, l'identification sexuelle, ici, ce sont certainement des hommes, et ici, des femmes. Bon, avec une dimension tout à fait particulière. Cette image était bien connue, elle est dans beaucoup de bouquins, mais cet animal ici est assimilé à une chèvre pour tenir compte de l'échelle. Ouais, mais quand on regarde de près, moi, enfin, je suis à la campagne, je suis des Hautes-Corbières, vous savez, il y a des chèvres. Les chèvres n'ont pas de queue longue, enfin, à ma connaissance. Peut-être ici, mais il n'y a pas. C'est un cheval.
Alors à ce moment-là, ça donne une échelle totalement différente à l'ensemble, à la composition. Et ça nous met ces gens du cabalin tout à fait typés, tout à fait typiques. Et ça les met dans comment dire, dans une dimension qui n'est pas tout à fait la dimension naturelle, la dimension normale. Allez, on finit. Bon, voilà d'autres cabalins, d'autres préoccupations, hommes, femmes. Bon, ils sont curieux quand même, ces cabalins. Là, on ne peut pas dire, les temps ont changé, oui. Nous finissons. Alors là, nous avons des gens, c'est vraiment des sociétés de guerriers. Le Sahara est désertique. Nous avons des nouvelles populations, souvent qui vivent du pillage, du réseau, de la razzia, hein, qui mettent à profit les caravanes qui transitent depuis le nord vers le sud et du sud vers le nord. Nous avons des populations de guerriers qui valorisent cette activité guerrière avec, par exemple, la chasse à l'autruche, avec le duel. Alors je me suis amusé là de reconstituer, bon, il faudrait agrandir, peu importe, mais c'est un duel. Hein. Vous avez deux personnages ici qui s'affrontent et devant des écuyers ou des gens qui dansent. Allez-y. Mais je pense, oui, voilà, c'est ce que je vous disais, le comparatisme touareg par rapport aux femmes. Je l'avais enlevé, on peut passer, ça n'apporte rien par rapport à ce que je vous ai dit. Bon, voilà, pour finir, en quelque sorte, presque les références concernant les genres de Françoise Héritier, masculin et féminin, la pensée de la différence, qui elle, vous connaissez son point de vue, mais qui dit, à propos des sociétés matriarcales et patriarcales, elle dit que les sociétés matriarcales, c'est dans son texte, hein, n'ont jamais existé. Il n'y en avait jamais eu. D'emblée, c'est la domination masculine qui prévaut. Cette idée n'est pas partagée par cet auteur, Hildegard Adendroth, qui, elle, dit, oui, quand même, dans certaines sociétés, elles ont le pouvoir, bon, ce sont des sociétés marginales, etc. Bon, pour se faire une idée, il faut le lire. Hein. Il faut le lire, c'est de l'anthropologie, ce n'est pas mon domaine. Et enfin, vous avez ici Nadia Firouki, qui parle des matriarches, qui dit, la femme n'est pas au-dessus, elle est au centre. Peut-être elle a raison, dans le fond. C'est, moi, mon sentiment. La dernière, je crois que c'est ma propre bibliographie. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez puiser là-dedans. Et il y a des choses intéressantes. Bon, ce sont quelques-unes de mes publications. Ça, et j'ai mis sous presse, ça va sortir là. Voilà, merci.